Dans cette vidéo, nous allons voir maintenant l'algorithme du gradient qui permet de détecter les contours d'une image. Et ici, le changement sera que l'image sera directement le résultat de la prise de vue d'une webcam. Dans un premier temps, nous allons voir comment récupérer des images de webcam à l'aide de Python. Alors c'est très simple. Ce que l'on va faire, c'est de copier le code de la variance. On va copier le fichier et le coller dans le dossier du projet. On va le nommer gradient. On va ensuite garder la ligne vidcap avec vidéo capture, mais on va simplement retirer le nom du fichier et mettre 0 pour dire que l'on capture la webcam. On récupère toujours l'image avec la fonction read. On va peut-être, voilà, on va supprimer toutes ces lignes-là dont on n'aura pas besoin. On peut se débarrasser de tout ce qu'il y a dans le while, mais on gardera le read dans le while. On peut se débarrasser des lignes en dehors du while. Donc à la ligne 4, on initialise la prise de vue de la webcam. À la ligne 5, on va supprimer aussi la ligne 6. On va simplement donc changer le while-else en while true pour que tout s'exécute indéfiniment. Dans la boucle, on récupère l'image de la webcam avec un vidcap.read. Alors on va changer le nom de la variable en webcap. C'est plus un fichier vidéo, mais la webcam. Donc ligne 7, on fait un webcap.read dans le while. Et on affichera le résultat avec cv2.imshow. Dans une fenêtre nommée webcam, l'image. Et on répète ça indéfiniment. On fait un petit cv2.waitKey pour que l'image s'affiche. Et on boucle indéfiniment. On lit l'image de la webcam, on l'affiche et on continue indéfiniment. Donc on sauvegarde tout cela et on peut exécuter le programme gradient. Et là, on voit l'image de la webcam apparaître. Si je place ma main devant, on voit la main apparaître. Ici, la webcam est un peu lente à rafraîchir pour plusieurs raisons. La webcam est un peu ancienne, mais normalement, elle a un bon taux de rafraîchissement, mais surtout, on fait tourner le programme sur une machine virtuelle. Donc ce n'est pas non plus la raison principale, mais l'ordinateur est en même temps en train de faire une tâche de compression et conversion de fichiers vidéo qui prend beaucoup de processeurs. Donc voilà pourquoi il prend un peu de temps à afficher la webcam. Donc, étant donné qu'on n'a pas mis en place un système d'arrêt du programme, on l'arrête en appuyant sur le bouton stop en haut à droite. C'est comme ça qu'on devra arrêter son programme. Ah oui, alors, un détail important, sur la machine virtuelle, si vous souhaitez pouvoir utiliser votre webcam, vous devez cliquer sur le bouton périphérique. Alors vous ne voyez pas avec le logiciel de capture le menu s'afficher, mais j'ai bien un menu qui s'affiche. Et dans le menu périphérique, vous allez dans webcam, et dans webcam, vous sélectionnez votre webcam. Donc toujours, c'est bien dans la fenêtre de la machine virtuelle, vous allez dans le menu périphérique, webcam, et vous sélectionnez votre webcam pour pouvoir utiliser la webcam. Si vous n'êtes pas sous une machine virtuelle, vous n'avez pas besoin de faire cette manipulation. Voilà donc pour la mise en place de la webcam. Maintenant, nous allons voir comment faire le gradient. Et pour cela, on va faire une petite explication de l'algorithme sur une tablette. La vidéo
le calcul de gradient va fonctionner ainsi. On a donc une image qui est un grand tableau de nombres. Étant donné qu'on fait un gradient, on va faire un gradient donc noir et blanc et pas un gradient couleur. Donc il faudra bien convertir les images récupérées de la webcam en noir et blanc de la même façon que l'on avait fait lors du dernier exercice, c'est-à-dire avec la fonction convertColor. Ensuite, nous aurons donc une image noir et blanc. Donc chaque pixel sera représenté par une valeur entre 0 et 255, un octet. Et donc voilà notre tableau qui représente notre image avec nos pixels. Et ce que l'on va faire, c'est parcourir chaque case du tableau, donc chaque pixel. On fera donc des boucles permettant de parcourir tous les pixels de notre image. On pourra faire ça ligne par ligne ou colonne par colonne, ça n'a pas trop d'importance, mais en tout cas pour chaque pixel, on regardera les voisins, donc tous les pixels autour, les 8 pixels autour de notre pixel, et on regardera parmi ces 9 valeurs, c'est-à-dire les 8 pixels plus notre pixel, on regardera la plus grande valeur, la plus petite valeur, et on fera la différence des deux. Alors pour faire plus simple, on ne va pas parcourir les pixels situés trop près du bord de l'image, ceux qui n'ont pas 8 voisins. Ça va permettre de simplifier notre code. On gardera ces pixels à 0. Il va falloir mettre en place avant tout une boucle pour parcourir les pixels de notre image. Alors pour faire cela, on va se placer après le ImShow. D'abord, on va appeler la fonction convertColor pour transformer notre image en noir et blanc. On va stocker ça dans une variable appelée ImageNB. Et on appelle la fonction convertColor avec les mêmes paramètres que la dernière fois, donc cv2.color bgr to gray. Maintenant dans ImageNB, on a notre image de la webcam en noir et blanc et on va travailler sur cette variable ImageNB à partir de maintenant. On va aussi récupérer la hauteur et la largeur de l'image. Donc on appelle un ImageNB.shape, qui est donc un tableau qui contient la hauteur et la largeur de l'image. Alors le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Ici on n'a pas un troisième élément contrairement à avant, puisque l'image est noir et blanc, elle possède qu'un seul canal couleur. On n'a pas donc une troisième variable dans image.shape. Et on va récupérer ça directement dans deux variables ligne-colonne qu'on met entre crochets. On récupère ainsi dans ligne-colonne le contenu de ce que contient ImageNB.shape, qui est un vecteur de deux éléments. Donc on a le nombre de lignes et le nombre de colonnes de notre image, et on peut faire notre boucle for. Donc elle va parcourir tous les numéros de lignes, donc les ordonnées de notre image. Donc elle va aller de 0 jusqu'à le nombre de lignes de l'image, et pour ça on utilise la fonction range, qui va ainsi générer toutes les valeurs entières entre 0 et ligne exclue. Donc 0 inclus et ligne exclue. Et elle, avec le petit mot-clé for in, elle va prendre toutes les valeurs générées par range, c'est-à-dire toutes les valeurs de 0 inclus à ligne exclue. On fait pareil pour C, pour les colonnes. Donc C seront donc les abscisses. C va de range de 0 à colonne. Donc L et C vont ainsi parcourir toutes les coordonnées possibles de pixels entre 0 ligne et 0 colonne. On va ainsi parcourir tous les pixels de notre image. Alors, je rappelle, j'insiste sur le fait que range va bien de 0 à ligne moins 1 inclus, ou ligne exclue, donc on parcourt bien ligne élément, et pareil pour range de 0 à colonne, on ira de 0 à colonne exclue. Donc on fera bien colonne élément. Alors on va aller non pas de 0 à ligne, mais de 1 à ligne moins 1, et de 1 à colonne moins 1 pour éviter de parcourir les éléments sur le bord de l'image, comme on avait dit sur
précédemment. Maintenant que l'on a fait ça, on va devoir découper un petit morceau de notre image, donc un petit carré 3 par 3. Et sur ce petit morceau, centré sur le pixel à la ligne L et à la colonne C, donc ce petit morceau vert sur notre image, ce morceau va hop, je cherche mon stylo, désolé, voilà, je l'ai récupéré. Ce petit morceau, quand on est à une colonne C et à une ligne L spécifique, le petit morceau va de la colonne C-1 à la colonne C plus 1, et il ira de la ligne L-1 à la ligne L plus 1. On va donc faire une découpe du morceau. Donc on va faire une découpe du morceau que l'on va appeler découpe. Il va être égal à image NB entre crochets. On va de la ligne L-1 à la ligne L plus 1 incluse, et de la colonne C-1 à la colonne C plus 1 incluse, C plus 1. Alors attention, il ne faut pas aller jusqu'à, comme on veut aller jusqu'à L plus 1 inclus, il faut marquer ici L plus 2 et C plus 2 parce que à chaque fois la dernière valeur est exclue, comme dans range. On a donc notre morceau à découper, on va faire une recherche maintenant de la valeur minimale et maximale de ce petit morceau découpé. On va pouvoir utiliser les fonctions de NumPy pour ça avec np.min et np.max. Donc on stockera le maximum dans MA, on fait MA égale np.max et on donne en paramètre simplement notre tableau de découpe. Donc on récupère comme ça récupère la valeur maximum de notre découpe. On fait pareil dans MI, on récupère la valeur minimum. N'utilisez pas les fonctions maximum et minimum de NumPy puisque ces fonctions prennent deux tableaux en paramètres, deux tableaux de même taille et calculent terme à terme un nouveau tableau qui est en fait le minimum terme à terme ou le maximum terme à terme des deux tableaux passés en paramètres. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut ici, on veut bien utiliser les fonctions max et min pour calculer le max et le min de tout le tableau. Alors il va falloir aussi générer une image dans laquelle on stockera le résultat. Il ne faut pas stocker le résultat du gradient dans ImageNB. Alors pourquoi il ne faut pas directement écrire le résultat max moins min dans ImageNB? Alors il ne faut pas faire ça parce que si on fait ça, ici, si on remplaçait le pixel par la nouvelle valeur en violet de gradient, eh bien on verrait que quand on ferait le calcul du gradient du pixel voisin, eh bien, ce pixel voisin, étant donné qu'il va parcourir notre pixel dont on vient de changer la valeur pour faire lui-même son calcul de maximum et de minimum, on voit que quand, pour ce nouveau pixel, on va calculer la valeur maximum et minimum, on va scanner des pixels dont on aura déjà modifié la valeur et des pixels déjà de l'image originale. Donc on va mélanger des choses et on aura des résultats incohérents. Donc il faut bien écrire les nouvelles valeurs des pixels dans une nouvelle image. Donc, on crée cette nouvelle image qu'on appelle gradient, qui sera avec la fonction np.0, donc un grand tableau de la même taille que notre image nb. Donc on passe en paramètre image nb.shape et en deuxième paramètre, donc np.28 pour dire que c'est une image stockée sur des octets. Voilà. Donc on va stocker nos résultats dans cette image gradient et surtout pas dans notre image de départ pour éviter d'écraser des valeurs dont on aura besoin plus tard pour faire d'autres calculs. Et on écrira donc que le pixel à la coordonnée LC de gradient sera égal à max moins min et on demandera tout simplement à afficher en dehors des boucles for l'image gradient avec la fonction imshow.
Voilà, donc gradient. Et ensuite, on fait un petit... alors, on a déjà le cv2.waitKey. Et voilà le code que l'on obtient. Alors, maintenant, on va pouvoir exécuter le code en cliquant en haut à droite ou en faisant un clic droit sur gradient et en faisant Run. La caméra met un peu de temps à s'exécuter puisque le programme est toujours en train de s'exécuter. Alors voilà d'un côté la webcam que l'on voit s'afficher, de l'autre côté l'image de gradient. Si je mets ma main devant, donc ça met un petit peu de temps à apparaître parce que le taux de rafraîchissement est un peu long à s'afficher. Alors ça met du temps, voilà, on voit la main apparaître et on voit le gradient de la main aussi apparaître. Donc ça prend beaucoup de temps parce que le code du gradient n'est pas du tout efficace, il met beaucoup de temps à s'exécuter. Alors, on peut améliorer encore un petit peu ce code. On peut arrêter le programme gradient. Voilà. Alors maintenant, pour que le code s'exécute un peu plus rapidement, on va essayer d'optimiser très légèrement ce code pour gagner quelques peut-être millisecondes à chaque image. Donc on va voir ce que l'on peut améliorer dans notre code. Alors, on va déjà rajouter un cv2.waitKey de 1 après l'affichage de l'image de la webcam pour qu'elle s'affiche tout de suite et qu'elle n'attende pas l'affichage de l'image du gradient pour s'afficher. Donc l'image de la webcam s'affichera comme ça immédiatement. Ensuite, donc, on récupère l'image noir et blanc. On crée le gradient. Donc justement, le gradient, il n'est pas nécessaire de la réinitialiser à chaque fois dans la boucle. Il suffit de la créer simplement en dehors de la boucle une fois. Et elle sera à chaque fois réécrasée dans nos boucles. Le contenu sera réécrasé dans nos boucles for L et for C. Ça va nous faire gagner un petit peu de temps. Alors, ensuite, l'image gradient, donc ici, il faut avoir ImageNB de disponible. Donc, il faut, avant, lire l'image de la webcam et il faut la convertir une fois en noir et blanc. Et maintenant, on a la variable ImageNB qui est prête et on peut ainsi récupérer le point shape pour le gradient. Donc, dans la boucle trou, on continue de lire l'image, on affiche l'image et on la convertit en noir et blanc. Donc avant, on attend, on affiche l'image avec un cv2.waitKey, puis ensuite on la convertit en noir et blanc. La taille de l'image, ligne et colonne, on peut les récupérer une fois en dehors de la boucle, puisque l'image ne change pas de taille au cours de la boucle. Voilà. On a toujours nos deux boucles for qui s'exécutent. On fait la découpe. Alors la découpe, on peut ne pas passer par une image intermédiaire découpe. On va directement mettre ici image NB de L-1 à L plus 2 dans np.max et np.min et se débarrasser de cette déclaration de la variable découpe. Et ensuite on récupère gradient de LC, MA-MI, voilà. Donc ces petites optimisations normalement devraient nous permettre d'avoir une image un peu plus, un programme un tout petit peu plus rapide. Alors, on lance le programme. La webcam s'affiche. À gauche la webcam, à droite l'image de gradient. Quand on met la main devant, donc on a toujours un certain délai avant de voir le résultat. On reste patient.
Et voilà, la main apparaît et le gradient se met à jour à droite. Voilà ce que l'on obtient. Donc, c'est pas incroyable, mais on peut améliorer encore un petit peu le résultat. Alors pour vous montrer, si on se débarrasse de toute la partie de calcul de gradient et qu'on relance le code, on voit que le rafraîchissement de la webcam est beaucoup plus fluide, hein. Dès qu'on met la main, elle apparaît. Donc c'est bien le calcul de gradient qui ralentit notre programme. Donc ça, il faut le sensibiliser aux élèves, leur montrer que ce calcul de gradient prend beaucoup de temps et ralentit notre programme et le taux de rafraîchissement de la webcam. Voilà pourquoi sans ce code, le programme va beaucoup plus vite. On peut modifier un tout petit peu notre programme en rajoutant une variable rayon qui sera en fait la taille ou plutôt la distance des points que l'on regardera autour d'un pixel donné. Donc ici, ce que l'on fait de base, hein, c'est regarder pour un pixel donné tous les pixels à une distance de 1 autour de ce pixel et prend la valeur maximum et minimum. Donc on va mettre ce 1 dans une variable rayon. Donc ici, maintenant, à la ligne 20, le maximum, on n'ira plus à L-1, mais à L-rayon, jusqu'à L plus rayon plus 1. On fait pareil à côté, C moins rayon et C plus rayon plus 1. On fait pareil pour le min. L'intérêt de faire ça, c'est qu'on va voir ce qui se passe quand on agrandit rayon. Voilà, alors les boucles forts de L et de C ne doivent plus commencer à 1, mais elles vont commencer à rayon, parce que tous les pixels à une abscisse plus petite que rayon, on ne pourra pas avoir à une distance rayon de E. On va jusqu'à ligne moins rayon, et pour C, il ira de rayon jusqu'à colonne moins rayon. Alors le programme maintenant, pour le moment, est sensiblement le même, on peut le relancer pour vérifier. On voit la webcam, on voit toujours le même gradient. Alors maintenant, alors en même temps, on va faire autre chose. On va rendre le gradient, on augmentera rayon tout à l'heure un peu après. On va ici rendre le gradient un petit peu plus brillant. C'est-à-dire que l'on va faire en sorte que la valeur maximale de l'image gradient générée soit 255 exactement. Donc pour faire ça, on va diviser gradient par sa valeur maximale, ce qui fait que gradient aura ainsi une valeur maximale de 1, et ensuite on multipliera par 255 pour que gradient ait maintenant une valeur maximale de 255. Donc gradient sera égal à gradient divisé par np.max de gradient, donc divisé par son maximum. Donc maintenant on a une image avec des valeurs allant de 0 ou peut-être un peu plus à 1. Donc si les valeurs de gradient allaient de 0 à 130, maintenant elles vont de 0 à 1. Et on va multiplier ça par 255. Donc on va faire la multiplication avant la division. Et on aura ainsi des valeurs entre 0 et 255. Alors il faut être très prudent ici à cette multiplication par 255, hein, car elle va très certainement faire sortir nos valeurs de gradient de l'intervalle 0,255. Or, gradient est une image où les valeurs ne doivent pas dépasser 255. On va avoir le même problème que précédemment, donc ce que l'on va faire, comme on avait fait dans un exercice précédent, on va convertir gradient en une image d'entier sur 64 bits pour pouvoir lever la limite de 255. Et ensuite, on remet le gradient comme une image sur 8 bits, donc sur un octet, pour pouvoir être affiché. Alors, je répète, hein, si on fait juste gradient fois 255, la multiplication va faire sortir la valeur de gradient de la limite des 0,255. On va donc avoir une retenue qui va être ignorée. Et on va avoir donc un résultat incohérent, aberrant, comme on avait eu précédemment.
dans un autre exercice. Donc avant, il faut convertir gradient comme une image sur 64 bits pour lever la limite de 0,255. On multiplie ensuite par 255, on divise par le max et on reconvertit. Donc si on fait ça, on devrait avoir une image plus brillante, c'est-à-dire que la valeur max de gradient maintenant, si elle était avant à 130, elle va se retrouver à 255. Donc on exécute notre code. Le code s'affiche et on voit effectivement une ligne bien blanche, c'est un peu plus brillant. C'était déjà assez brillant quand même avant, mais dans d'autres cas, dans des cas d'une image prise dans une scène un peu plus sombre, ce morceau de code aiderait vraiment à rehausser le contraste et avoir bien mieux le résultat. Donc on peut couper le gradient. Alors que se passe-t-il si on prend un rayon un peu plus grand? Donc on va prendre un rayon par exemple de 5. Alors le code va mettre un petit peu plus de temps à s'exécuter parce que max et min vont devoir explorer un peu plus de valeurs. Donc un rayon de 5, on voit immédiatement, que l'on a des bords plus épais, plus flous, mais on a aussi un gradient qui est euh, moins sensible aux petits détails de l'image. Donc on obtient sur cette image des bords plus flous, plus épais, qui sont en fait moins sensibles aux petits détails de l'image, c'est-à-dire la texture du parquet apparaît moins dans l'image, mais les bords sont donc plus épais, puisqu'on va regarder pour chaque pixel les valeurs maximum et minimum dans un plus grand rayon. Alors néanmoins, on remarque qu'on a toujours un grand délai entre... on n'a pas beaucoup d'images, on n'a pas un fort taux de rafraîchissement d'images, puisque cette boucle met beaucoup de temps à s'exécuter. Encore une fois, si on retirait la boucle, voilà, qu'on retirait tout ce qu'on fait comme le calcul de gradient, qu'on relançait le code, on voit tout de suite que notre webcam a un taux de rafraîchissement tout à fait correct, mais le temps de faire les calculs de gradient, eh bien, on perd beaucoup de temps, justement, et on a un moins fort taux de rafraîchissement de l'image. Donc l'ordinateur passe beaucoup de temps, trop, à faire ce calcul. Donc en fait Python n'est pas fort pour faire des boucles forts imbriquées les unes dans les autres. Normalement, en Python, on évite de faire des boucles forts et on fait les appels de boucles forts dans des programmes C. Et tous les programmes, par exemple np.max, np.min, qui eux-mêmes font des boucles pour par exemple rechercher la valeur maximum ou minimum d'un tableau, tous ces programmes sont en fait écrits en C et Python appelle des programmes C pour faire le travail. Alors, il y a une fonction qui va pouvoir s'occuper de parcourir toute l'image et de faire le calcul du max et du min pour chaque pixel de l'image. Donc, on va remplacer ces deux boucles for qui fonctionnent, qui font le travail, mais qui sont trop lentes en Python, par un appel de la bonne fonction dans OpenCV qui va nous permettre de faire le calcul que l'on fait. Donc pour calculer le maximum, c'est cv2.dilat, et on lui donne en paramètre l'image noir et blanc, et en deuxième paramètre, on va lui donner simplement un tableau rempli de 1 pour lui dire en fait le nombre de pixels que l'on souhaite scanner, le nombre de pixels que l'on souhaite scanner autour d'un pixel. Donc ici en fait ce que l'on veut faire autour d'un pixel, c'est scanner un carré de 3 pixels par 3 pixels. Donc on va créer ce tableau ici, on va l'appeler tab, et tab ce sera np.ones, et la taille ce sera donc 3 pixels, autrement dit, alors 3 pixels, 6 rayons vaut 1, mais plus généralement ce sera 2 fois rayon plus 1,2 fois rayon
plus 1, virgule np.uintuit. Donc ça crée ici un petit tableau de 3 cases par 3 cases, et la fonction dilate s'occupera de superposer ce petit tableau à chaque pixel de notre image, et dans ce petit tableau faire une recherche du maximum. Et on va aussi, donc ici on mettra tab à la place de np.ones, et on va appeler aussi cv2.erod qui fait le même travail mais avec le calcul de minimum. Donc ça fait nos deux boucles for que l'on a fait tout à l'heure, sauf que ces boucles ne sont pas appelées en Python mais en C, ce sera beaucoup plus rapide. Et ensuite le gradient sera tout simplement le résultat de dilate moins erod. Donc on peut reprendre ce dilate ici et le coller ici, et le erod qui est ici, on va pouvoir le coller ici. On a ainsi dans cette simple ligne de code l'équivalent, mais avec des appels de fonctions C en fait, donc plus rapide. On a l'équivalent de notre boucle for de tout à l'heure. Alors quand vous faites l'exercice avec les étudiants, il est recommandé de d'abord faire les boucles for pour qu'ils comprennent un petit peu l'algorithme et ce qu'ils sont en train de manipuler, et ensuite les interpeller sur le temps d'exécution de la fonction, pourquoi tout est si lent, qu'ils comprennent un petit peu pourquoi le code finalement, qui finalement est un peu complexe, ralentit l'affichage de la webcam, et ensuite donc montrer cette ligne de code qui va faire la même chose mais avec un programme, enfin avec du code en C. Donc on lance le gradient, et le taux de rafraîchissement maintenant est bien meilleur. On voit en temps réel, quasiment, la main bouger, etc. C'est le même code que précédemment, des boucles for, sauf qu'elles ne sont pas faites en Python, mais en C, qui est un langage plus rapide. Python, c'est un langage de script, donc qui n'est pas compilé, il n'y a pas d'optimisation lors de la création du programme. Donc ici, on a notre détecteur de gradient qui fonctionne bien, avec le rehaussement pour avoir des valeurs bien brillantes sur les côtés. Et voilà. Bon, ma main, j'espère, hop. Voilà. Elle fait vraiment très plissée sur l'image de gradient. Ah, c'est pas mal pour faire des programmes après automatiques de détection des lignes de la main, pour faire des programmes de lecture de lignes de la main en ligne ou des choses comme ça. Si on veut vouloir arnaquer les gens à distance. Bref, on peut ici augmenter le rayon sans trop de problème. Donc on va faire par exemple un rayon de 5 pour avoir des lignes épaisses. On relance le code. Et on voit toujours le programme s'exécute très vite, cette fois-ci avec des lignes plus épaisses. On a toujours notre rehaussement de contraste qui fonctionne, c'est-à-dire on voit des lignes bien blanches. Voilà. On peut couper le code. Alors si jamais on désactivait ici le rehaussement de contraste et qu'on relançait le code, oups. Non, bah alors le rehaussement de contraste ici sur cet exemple n'était pas tout à fait nécessaire, puisque sans le rehaussement de contraste, on a quand même des lignes bien blanches qui s'affichent. Néanmoins, je le laisserai. Voilà. Alors cet exercice risque d'intéresser les étudiants pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il fait appel à des images tirées de la webcam, donc ça permet d'avoir des images que l'on crée soi-même. Deuxièmement, parce qu'il donne un résultat plutôt sympathique, cette fameuse image de gradient qu'on voit dans beaucoup de filtres de différents logiciels photo, etc. Et donc ils vont pouvoir comprendre comment fonctionne ce fameux gradient grâce à une simple recherche de maximum et de minimum. Mais en plus, il sensibilise un petit peu au problème de temps de calcul, puisque si le calcul du gradient prend trop de temps, eh bien on n'a pas une image fluide, puisque l'ordinateur prend du temps à calculer le gradient à chaque image avant de pouvoir afficher le résultat, donc on perd de la fluidité, et donc il interpelle sur le problème d'optimisation de code et de faire un code qui s'exécute rapidement.
On voit que on comprend aussi le problème de Python qui n'aime pas, qui n'est pas très performant pour faire des boucles for et que finalement dès qu'on a des boucles, il faut essayer de les retirer pour les remplacer par des fonctions déjà codées en C qui font le même travail, qui font le travail à peu près similaire et on pourrait ensuite modifier un tout petit peu le résultat de ces fonctions euh, pour avoir notre résultat plus rapidement sans écrire explicitement de boucle for dans Python. Et si on n'a pas de fonction disponible, on peut à ce moment-là écrire ses propres fonctions en C et ensuite les faire appeler par Python. C'est plus compliqué, c'est pas le but ici, surtout que cette fonction dilate fait déjà le maximum, cette fonction erode fait déjà le minimum que l'on souhaitait faire sur toute l'image, donc elles incorporent en C nos boucles for.